voulais vous présenter 3 projets récents de l'atelier. Un équipement, un projet de logement et un foyer d'accueil médicalisé. Avec ces titres prendre soin, effectivement, l'idée c'était de dire que peu importe le programme, on peut intégrer des réflexions plus larges sur la fragilité humaine, sociale et environnementale, d'essayer de proposer une architecture qui crée des conditions de soins et qui soutient et qui protège. Donc, juste un mot sur l'atelier et nous. Donc, voilà. Je suis américain à l'origine, donc vous ferez abstraction de mon accent, s'il vous plaît, pour les prochaines 50 minutes. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Mais, donc, j'ai créé, avec Gaston Tuliga, mon associé, qui est architecte ingénieur du cursus, on s'est rencontrés en agence en 2001. Je vais revenir un peu sur ce parcours-là, mais on avait créé l'agence en 2011. Après avoir travaillé ensemble dans ces premières années, on s'est perdu de vue, on a fait autre chose. En 2011, on a créé l'agence. Aujourd'hui, on a une équipe basée à Paris, dans le 4e. Mais en 2001, donc on était assez fraîchement sortis de l'école, on travaillait en agence et on avait l'occasion de travailler ensemble sur un projet de concours qu'on faisait un peu dans notre temps libre. C'était un concours humanitaire pour le dispensaire en Afrique subsaharienne. Et la demande, en fait, c'était de travailler sur le dispensaire. Donc, plutôt imaginer, je pense plutôt des systèmes de camionnettes et de choses modulaires, un peu des grammes. Et la réflexion qu'on voulait porter à ce concours à l'époque, c'était de travailler sur cette idée de soins et des questions de permanence et de mobilité. Dans des territoires très ruraux où le soin est arrivé avec les médecins et les dispensaires de médecine tous les quelques semaines, l'idée, au lieu de venir et partir, comme pour l'architecture pourrait jouer un rôle, la proposition de venir construire des greniers en terre qui étaient fabriqués avec et pour les habitants de chaque communauté. Ça devient une ressource pour ceux qui habitent, un lieu pour stocker, pour protéger, un lieu de rencontre aussi. Et qu'avec l'arrivée des soins, il y avait cette espèce d'arrivée des éléments légers qui sont sur le code suspendus, des grandes toiles et des filets qui viennent créer de l'ombre et créer une interface, un entre-deux entre l'espace du village et l'espace de soins à l'intérieur de cette distribution, enfin, des centres de distribution de soins. Donc, c'était un peu, on est parti de là, ce projet est resté à l'état d'un prototype. On a réalisé un prototype de 6 mètres par 3 mètres, c'était le début de nos réflexions ensemble. Et on a eu l'occasion en 2006 de travailler sur un autre projet avec une ONG en Tanzanie, rurale. C'était justement une zone où, pour accoucher, les femmes devraient aller souvent plusieurs heures à pied pour trouver un hôpital pour l'accouchement. C'était un grand risque, c'est aussi un territoire qui a beaucoup d'aléas environnementaux à l'époque. Enfin, voilà, il pleuvait. Il peut y avoir jusqu'à 6 mois sans pluie, en sécheresse. Donc, notre proposition avec plusieurs ateliers sur site qu'on a fait quelques étés, c'était de construire avec des blocs de terre crue qui étaient séchés à l'air, qui étaient faits avec l'eau qui était collectée pendant les saisons de pluie. De travailler avec les artisans locaux sur les éléments de gisement de bois qui étaient disponibles. Et vraiment travailler dans un système très simple, en fait, de 4 toitures qui venaient accueillir l'eau et le stocker pour l'année. On parle de ces projets parce que c'est déjà, on voit que à ce moment-là, on parlait déjà de cette question posée, nous demandait déjà de réponses sur les questions de résilience, de frugalité, de l'économie de moyens, de la matière et de l'économie, pour faire face à une crise d'accès aux soins, mais aussi de ce climat difficile. Donc, aujourd'hui, évidemment, 20 ans plus tard, on sait tous, effectivement, on est dans une situation de dérèglement climatique, écologique et sociaux sur les effets sur le membre les plus fragiles de nos sociétés est de plus en plus présent et de plus en plus aigu, et aussi une question plus mondiale, on sait tous. On sait que les questions d'éco-anxiété qui touchent à tous les plus jeunes aussi, c'est quelque chose qu'on voit qui touche à tout le programme et à nous tous. Mais pour moi, l'architecture, il doit être obligatoirement optimiste
de poser des questions et d'ouvrir de nouvelles possibilités. Donc, pour faire face aux crises actuelles, cette idée que la notion de prendre soin doit répondre bien sûr aux vivants, mais aussi également à notre environnement qui soit bâti pour nature. Donc, quelques grandes lignes de l'agence, c'est cette idée qu'on essaie toujours de travailler évidemment sur l'idée de prendre soin de l'environnement. Je pense qu'on tous dans vos projets à l'école, cette idée de travailler sur la biologie ressourcée, de travailler sur les matières locaux, sur le cycle de vie du bâtiment, le cycle de vie de la matière, la réparation et l'entretien de ce qu'on crée. De prendre soin de déjà là. En fait, je pense que la moitié des projets à l'agence aujourd'hui sont sur les bâtiments existants, soit la transformation de l'existant, soit la transformation de la matière, de upcycling, de recycling, reuse. Ça fait partie, maintenant, ce sont des questions contemporaines que vous savez tous, mais voilà, c'est dans le contexte. Et aussi de prendre soin des habitants. Donc, c'est l'idée d'habitants dans le sens large, des usagers, mais aussi ceux qui habitent, ceux qui entretiennent, qui maintiennent ce bâtiment concret. C'est tous ces éléments de vivant et de contexte bâti qui doivent faire partie de cette réflexion. Donc, le prendre soin induit l'idée de prendre en compte, de prendre le temps de porter attention à ce qui nous entoure, les existences et l'existence, des potentialités, de liberté d'agir, de durabilité et de frugalité. Donc, ce sont quelques mots-clés qu'on prend en compte pour les conceptions architecturales qui vont revenir dans la présentation. Et cette notion, quelques notions aussi de partager, ces notions qui parlent de l'intégration de l'éthique de soins et l'éthique de care à l'architecture. Ces idées de l'interdépendance entre le soin des êtres et le prendre soin de l'environnement, et qui sont des notions à la fois sociales et spatiales. Le care, c'est cette idée de prendre attention, le soin à l'autre et au monde. Le care spatial, donc c'est un peu anglais et français, pour le noir, c'est donné, parce que si c'est des notions qu'on partage en fait dans la philosophie dans le monde anglophone et français. Le care spatial, avec l'application de ces notions de care à l'espace, et les espaces qui donnent la possibilité de soin. Le dialogue, cette idée de l'interaction et l'interdépendance qui est nécessaire. L'affordance, c'est de donner des potentialités, d'ouvrir des potentialités. Bioclimatique, c'est cette relation que vous connaissez avec la relation avec l'environnement, avec son contexte. Agentivité ou agency, cette idée de liberté d'agir. Frugalité, donc le moyen aussi de l'ancrage local. Errance, c'est le droit de liberté de déambuler librement. Packing, envelopper et tending, réparer et maintenir. Ce sont quelques notions qui vont revenir. Tout ça, et après je vais passer sur le projet, mais je pense que c'est important de faire une pause sur cette notion de théorie du care. Peut-être que vous avez entendu parler d'une féministe et politologue américaine qui s'appelle Joan Tronto, qui a théorisé le care dans le début des années 90. Il s'agissait de dire que nous sommes tous vulnérables, tous fragiles, et que le soin est un devoir éthique de notre espace. Donc, le premier paragraphe, c'est un peu ce qui est pris comme définition de care. C'est tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, afin de pouvoir y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend notre corps, notre être et notre environnement que nous cherchons à tisser dans une toile complexe et vitale. Donc, chaque fois, on a mis quelques citations orange pour que vous ayez, si vous voulez revenir sur les sources du texte. Le care spatial, c'est l'idée de l'application de cette théorie du care sur l'espace. Et au-delà de la question de fonctionnalité, de réponse à la fonction, les espaces pensés pour leur capacité à accueillir, de soutenir et de réparer les relations humaines et écologiques. Donc, maintenant, on passe sur le premier des trois projets. Il s'agit du centre Gilles d'Arabie à Moudon-Yvelines en 1978. Donc, c'est un centre d'addictologie dans un hôpital psychiatrique. C'est un site qui est au bord de la Seine, dans un site boisé, protégé, qui est, dans les années 50, c'était ouvert comme un hôpital. Ça servait justement pour les cheminots, où il y avait une forte problématique d'addictologie à l'alcoolisme.
Aujourd'hui, c'est un centre d'actologie pour drogue et alcool, pour plusieurs types d'actologie, mais avec plusieurs bâtiments. On est sur un site boisé qui descend vers la Seine avec une vraie relation avec la nature, mais aussi qui est assez construit sur une bonne partie de terrain haute, au-delà de cette partie en face de la Seine. Donc j'ai ici une photo, ça c'est une photo de maquette. En fait, l'idée de venir insérer, d'essayer de protéger un maximum de terrain libre, de ne pas toucher aux arbres existants, de venir s'insérer entre le bâtiment existant et trouver une position en relation avec la Seine, on verra par la suite. Mais c'est vraiment d'utiliser la pente pour construire un minimum. Et donc le processus était vraiment intéressant. On avait la chance sur ce projet de travailler avec des groupes de travail. On n'avait pas de programme quand on a commencé. On a été amené à travailler dans ces groupes de travail, les médecins, les administratifs, des ergothérapeutes, des moniteurs des ateliers, des infirmiers. Et l'idée, c'était avec eux, pendant plusieurs mois, on a développé, on a écouté, on a recueilli, et on a essayé de trouver aussi les non-dits et les dits, d'essayer de trouver quelle était la potentialité de ce projet. Il y a 4 projets dans le projet. Il y a les ateliers thérapeutiques, donc ce sont des ateliers, par exemple, pour l'électricité, la céramique, l'écriture, la menuiserie. C'est des métiers ou des temps de pause pour changer les idées par rapport à l'écologie, l'addiction. Il y a un hôpital de jour, une pharmacie et une laverie pour les résidents. Donc il y a ces 4 programmes. Et à travers ces groupes de travail, en fait, il y avait justement été émergé l'idée d'une sorte d'entre-deux. On va en parler, mais l'idée de rue intérieure, un espace qui n'était pas programmé, qui était un potentiel de lien entre ce programme qui ne devrait pas forcément parler de technologie. Donc le plan est très simple, c'est sur un étage et demi, donc ça c'est le niveau haut, avec au centre cette rue intérieure qui fait 4 mètres de large. Donc encore une fois, ce n'était pas dans le programme d'origine, mais c'est quelque chose qu'on a pu développer avec les soignants. Et après, c'est tramé sur un tram assez élevé de 3,50 m, parce que les ateliers qui viennent s'insérer doivent être modulaires. Il y a quelques cloisons modulaires, quelques cloisons fixes. L'idée, c'est que selon les besoins des patients qui arrivent, selon aussi les moniteurs et les experts qui arrivent dans les ateliers qui sont ouverts doivent pouvoir changer. Il y a une certaine modularité qui doit pouvoir s'ouvrir. Sur le niveau bas, entre l'hôpital de jour, avec aussi la pharmacie en partie bas à gauche qui est en lien avec les bâtiments existants. Donc, il y a une notion dans cette transformation qui est de l'affordance, de la potentialité. Selon le psychologue américain Gibson, cette idée d'affordance est de propriété de l'environnement qui suggère des actions possibles. Et donc, on veut parler de cette possible, de cette potentiel. Ce qui est à disposition, c'est qu'on mette à disposition dans l'idée du soin. Et donc à gauche, en bas, c'est une photo du site avant le projet. Donc c'est potentiel, le terrain qu'on a choisi, c'est justement là où il y avait un parking. C'est un parking sur 2 niveaux, en fait, on est en haut de la colline, on est 3 mètres plus haut avec le point de vue de caméra. Le parking en bas, c'était donc une zone imperméable. Et plutôt que de venir insérer dans le bois, on a choisi de justement s'insérer ici dans la pente, utiliser les 2 niveaux, pour essayer de prendre ça comme un potentiel, pour le miser et ne pas faire justement des terrassements ou ne pas toucher le sol naturel. Il y a aussi l'affordance, ou le potentiel, de ces potentiels qui peuvent être créés. Donc, je cite avec le projet de Driehoven, logement pour seniors. Donc, là où justement il y a cet épaississement de la circulation, ces entre-deux qui permettent de nouveaux usages, une projection d'appropriation et des potentiels d'usage qu'on ne peut pas toujours imaginer, mais justement c'est de donner le petit plus qui le rend possible. Donc ici un schéma de cette rue centrale de 4 mètres qui est en 2 parties, une partie pour l'hôpital des arrivées de l'hôpital de jour en bas, l'arrivée pour les ateliers thérapeutiques en haut, avec un gradin des escaliers au centre qui le réunit. Donc cet espace pour nous, on utilise un concept assez souvent qui sont les espaces transitionnels, qui a des sources aussi dans la psychiatrie d'ailleurs, c'est l'idée de cette entre-deux qui aide à des transitions pour nous à plusieurs niveaux.
évidemment, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. On voit ici le sas thermique qui fait un changement entre cet espace parisien de pluie. Et puis, l'intérieur, mais aussi une transition vers l'espace de la rue, vers le dehors, vers les espaces de soins, vers les ateliers. Donc, cette progression dans un espace qui doit être adouci, accueillante, et qui invite en fait d'avancer avec différents niveaux de largeur, ces ouvertures par exemple à droite et à gauche qui sont des investissements, des zones qui peuvent venir créer en amphithéâtre de vue sur les gradins centrales, aussi des espaces un peu plus intimes vers les ateliers. Donc cet entre-deux, c'est assez central au projet d'éléments, c'est un espace qui est non chauffé et non climatisé. C'est une entrevue thermique aussi. C'est quelque chose qui est au centre de la maquette. Ça devient vraiment le cœur du bâtiment en fait. Cette connexion, cette rue qu'on voit aujourd'hui dans une activité qui peut être le matin, on voit arriver des gens qui prennent le café, ceux qui arrivent aujourd'hui dans le jour, le matin, ils prennent le café sur le jardin. Ils ont organisé un atelier théâtre sur le jardin récemment aussi. C'est un espace assez politique et c'est assez intéressant à voir réagir. Et c'est aussi par sa matérialité que je pense que ça contribue à cette idée de confort, de soins et d'essayer d'être aussi de son intégration avec l'environnement, dans les notions bioclimatiques. Cette trame de 3,50 m dont j'ai parlé sur le plan, en fait, on voit ici, on a travaillé sur un système de remplissage en briques de terre crue. Donc, le terre crue qui vient, c'est non structurel, mais ça vient de séparer les espaces. Ça se travaille comme en été, comme une sorte de climatiseur naturel avec le règlement de l'hygrométrie. En été, en hiver, comme un stock pour tout ce qui est calories avec l'ensoleillement. Selon le moteur d'une coupe ici qu'on voit, qui doit être assez low-tech, et aussi on produit une partie de cette idée de l'agency, de la possibilité de chacun de pouvoir agir sur son bâtiment. L'idée de low-tech, ça fait aussi partie de ça. C'est de pouvoir dire qu'on travaille sur, par exemple, la ventilation naturelle avec les ensembles des ateliers qui sont traversants. Les flèches, vous comprenez, c'est l'idée de faire venir un air traversant dans ces espaces et vider l'air chaud par la rue centrale, notamment en ventilation nocturne, mais aussi de s'assurer de l'inertie de la matière, dans le béton. Le béton utilisé pour ses bonnes qualités, c'est l'inertie. Et la terre aussi, donc c'est la flèche, c'est l'idée de restitution et d'encaissement de chaleur et de froid. Donc l'idée, dans cette idée de high-tech, ici, on voit entre l'intérieur et l'extérieur, la façade sud, qu'on voulait être très transparent, très vitré sur la Seine, parce que dans cette invitation de traverser le bâtiment depuis l'eau avec les ateliers jusqu'à la Seine, une transparence, mais les contraintes de la façade sud, donc on a pu travailler avec nos équipes chez 180 Ingénierie pour justement trouver le juste angle où, en hiver, les rayons de soleil ils viennent se taper et passer les calories sur le mur de terre crue, mais qu'en été, ils sont totalement bloqués par l'angle de vue. C'est assez contre-intuitif d'ailleurs de voir une clinique comme ça, mais ça fait beaucoup d'itérations on verra ça de protection soleil. Mais c'est dans le détail et je pense dans le général du bâtiment que ça se joue. Je vais parler juste un peu de la mode constructive et comment, donc, avec cette coupe qui est, coupe axiale successive, donc on voit cette idée de le minimum de béton possible, donc c'est une dalle béton qui est posée par terre sur deux niveaux, avec un niveau haut et un niveau bas, là où il y a le parking, au avant. Tous les isolants qui sont contre terre sont en liège. On utilise le liège pour la sécurité une plus possible. Donc l'idée d'essayer d'éviter tout ce qui est pétrochimique si on peut. Donc normalement c'est souvent de l'us polyuréthane. Donc c'est une façon d'introduire le biosourcé dans l'isolant. De venir avec une charpente classique traditionnelle, il y a rien de magique, c'est genre des éléments très simples qui viennent se répéter dans cette idée de module de 1,50 m posé sur cette plateforme en béton.
qui est ensuite enveloppé avec des façades en ossature de bois, qui sont isolés en laine de bois, des bardeaux qui sont en mélèze, et puis les intérieurs qui sont cloisonnés en murs de briques de terre crue, comme j'ai dit tout à l'heure. Les chevrons isolants en laine de bois aussi, donc de toiture, donc un bon isolant, bon bac autour, la couverture en joint de boue, et puis les verrières qui ont aussi des supports mobiles pour pouvoir protéger le soleil. Voilà. Donc voilà, dans cette idée de l'intégration dans son contexte, j'ai quelques détails techniques pour parler de cette idée de tout mettre vraiment dans l'idée d'une relation dans ces ateliers avec le paysage, une fenêtre en bandeau, très horizontale qui garde la vue, mais je reviens à sites qui sont soit rythmés pour accueillir les cloisons dans l'éventuel recloisonnement et modularité de l'espace. Donc c'est un jeu entre le temps et le vide pour donner vraiment cette ouverture, mais aussi imaginer de futures transformations. Donc la coupe, c'est sur la façade avec la façade au-dessus du bois et les barreaux dont on parlait. Il y a aussi une idée, tout ce qui est ventilation hygiénique qui est dans la partie technique au-dessus de fenêtres en coupe. Je vais montrer un peu. Et puis des coupes sur la rue, parce qu'en fait, cette idée de l'entre-deux, cette rue intérieure, c'est qu'on est théoriquement dans le calcul même réglementaire, on n'est pas à l'intérieur ici. Donc, cette mur est isolée, l'accès de chaque atelier est isolé. Avec plusieurs couches, il y a le brique de terre crue, un isolant de laine de bois, et puis côté atelier, un enduit de terre paille de 3 cm, qui venir donc aussi contribuer, parce qu'on a perdu l'énergie de la terre avec les isolants entre deux, donc rétruire de la terre dans le côté atelier, dans un plus dense niveau. Côté donc, gauche de la coupe, et on voit aussi donc, la notion de registre, d'ouverture en partie haute au-dessus des portes. Plus loin, le type de registre, d'ouverture vers l'extérieur et de plus ateliers. Les notions se croisent, mais cette idée d'agentivité, d'agency, d'espace qui favorise la liberté d'agir, c'est ça dont j'ai parlé, cette possibilité qui était quand même une discussion, hein, de pouvoir ouvrir une fenêtre. La question se pose avec le nettoyage parfois. Et c'est cette notion de comment est-ce qu'on peut trouver un moyen, avec par exemple la fenêtre basculante, qu'on puisse quand même opérer des actions ensemble, de pouvoir ventiler naturellement cette pièce, de créer des CMS ou des imports pour des projets qui étaient produits dans les ateliers, qui peuvent s'installer. Les notions à plus petite échelle de micro-architecture, comme dans le photo à gauche, on a pu développer des meubles qui sont très simples, en fait, en sapin, qui sont une étagère, une bibliothèque qui se transforme en estrade, en gradin, et en fait, chaque fois qu'on retourne à l'atelier, c'est transformé dans un autre élément. Donc c'est aussi cette idée de donner des potentiels d'usage qui ne sont pas forcément prédéterminés. On ne savait pas exactement quels seraient dans chaque espace. Cette affordance des ressources, aussi des potentiels saisis avec la terre. Donc on avait une chance en fait. Pile au moment où on a commencé à développer ce projet, il y avait le cyclerie de Cycle Up, en fait, l'usine de cycle-terre. Excusez-moi, ça s'appelait cycle-terre. Qui était à une heure de distance de site, qui commençait à produire des briques de terre crue avec la terre du chantier de Grand Paris. Donc il y avait cette possibilité de prendre cette matière locale et de venir l'utiliser ici, dans le plus grand, en fait, c'était jamais pas vraiment utilisé à cette échelle dans le bâtiment en Ile-de-France, en tout cas jusqu'à présent. Ça ouvrait la possibilité aussi de former des maçons qui avaient l'habitude de poser des parpaings. L'entreprise qui était là, en fait, c'était une entreprise qui avait posé que de béton jusqu'à présent, et on peut faire de formation aussi avec le cycletière qui est venu avec nous sur place pour former. Et qui a ouvert aussi un nouvel usage, en fait, une nouvelle relation avec cette question de la terre. Dominique Gonzague-Muller qui parle de matériaux biosourcés et géosourcés, qui renoue avec les pratiques ancestrales qui font partie des ressources disponibles à proximité, en navigation avec le microclimat, le génie de l'île. Donc, tout ça assez intéressant, de revenir sur aussi une logique de site, une logique locale. On constate aussi, avec l'application de la terre
et de voir en fait aussi ces effets haptiques. Donc, je montre la main, mais il y a une tendance en fait à engager aussi les sens. Ça nous intéresse en fait l'idée de revenir vers une réflexion sur ce qu'on entend, le sent, le toucher, et comment en fait ces matérialités peuvent engager le sens. Ça fait aussi partie des accordages sur les gentilités. Le deuxième projet, c'est donc le logement. C'est un projet à banlieue, donc de 92. Les liaisons, c'est peut-être une question de matière. C'est un projet qui était donc pour I3F, un bailleur social. Donc on est dans un ZAC où on est le seul ILO avec des logements sociaux. Et c'est un projet qui était aussi intéressant parce qu'on on était sélectionné pas sur un projet de concours d'architecture, comme peut être le cas souvent, mais sur une proposition de méthodologie, une méthode de travail, un atelier, avec le restaurant, avec les élus, avec notre maître d'ouvrage et les autres architectes de la salle. Donc c'est un processus qui était assez riche, qui on est venu donc, dans un contexte, voilà une image là de ce qui existait avant le projet, qui est assez hétérogène. Des bars des années 60, des caisses de voitures, des gros bâtiments industriels et aussi des petites échelles plutôt pour rien faire des petites logements. Donc le projet qui était, enfin le fiche de l'eau, si on veut, de l'urbanisme, était composé de deux bars, en gros en équerre, qui venaient donc trouver une liaison, enfin un alignement sur la rue et sur un tunnel qui devrait créer nord-sud au cœur de cette grossissement. Mais justement, à travers les différents ateliers, des consultations et des ateliers de travail qui étaient menés d'abord sur les questions de morphologie, ensuite sur les questions de matérialité, des usages et qualité d'habitat, nous avons donc petit à petit allé vers cette idée de créer une échelle intermédiaire, de scinder le bâtiment donc en cyclo plutôt, avec des espaces intermédiaires entre rue et jardin, qui sont donc des transparences, qui sont aussi le parcours d'accès à chaque logement, ces transversalités nord-sud et est-ouest, qui sont renforcées aussi par une nouvelle faille, un nouvel passage est-ouest avec une ouverture pendant la journée, avec un jardin protégé au centre. Et en relation avec cette idée de cette transparence, cette continuité entre la rue et le jardin, il y a une réflexion sur le parcours entre la rue et la porte d'entrée de logement, entre le public et le plus intime. Donc le schéma à gauche, ça vous parlait de cette séquence en fait entre la rue et le privatif. Ces paliers, on arrive en fait donc, sur un palier partagé, un espace commun, de 17 mètres carrés, qui est partagé entre 2, 3 ou 4 logements. C'est un espace qui est en plus, on va dire, parce que en fait, chaque logement a des espaces extérieurs assez généreux. Mais l'idée, c'est qu'au lieu de se dire que j'habite avec 76 voisins, j'habite avec 2, 3, 4, il y a une échelle intermédiaire de partage, de commun. Évidemment, une fois le seuil franchi, les logements même sont prolongés avec des espaces extérieurs qui sont assez généreux, donc on demeure essayer de vraiment faire des usages possibles, c'est vraiment des extensions de logements, qui sont des structures en bois, qui sont suspendues dans la faille, pour réduire 1,80 m de profondeur, qui sont vraiment des espaces de vie, de continuité avec les logements. Le dispositif en clos aussi, ça permettait donc de vraiment multiplier les orientations, ouvrir un maximum, parce que dans un milieu dense urbain comme celui-ci, oui c'est dense, mais il y a quand même l'idée, c'est de toujours donner les possibilités d'un lieu qui s'échappe, d'une alternative de pouvoir ventiler à côté quand de trouver un vent qui traverse. Donc c'est une typologie qui nous a permis avec cette dessert de voir plutôt des logements d'angle en violet dans chacun des angles, des logements traversants, voire triple orientés, à chacun soit en partie milieu, soit sur le bord nord-sud, en partie haute et basse, avec une plus petite typologie au centre. Donc voici un plan. Donc je pense que si vous avez compris le dessert, c'est pour chaque palier intermédiaire, donc au centre, on voit un escalier et un ascenseur, avec ici
Ça dépend où est-ce qu'on monte. Voilà, comme je disais, en haut, c'est 2 logements qui sont desservis. En bas, c'est 4. Avec en partie haute, c'est des duplex qui viennent compléter le plan en partie sur rue. Donc ça permet vraiment de maximiser les orientations. L'idée que les espaces extérieurs sont nobles et propres à chaque appartement. Ils sont tenus par chaque entre les failles. Qui veut générer une idée, c'est aussi que dans ce dispositif, on va travailler sur une grande variété de typologies. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un traitement des logements qui sont au niveau de la rue. Par exemple, en bas à gauche, des maisons de ville qui se trouvent au doigt d'un passage piéton qui est plutôt fréquenté. Donc l'idée de comment est-ce qu'on peut mettre plutôt le séjour, l'espace de vie en bas et les chambres à l'étage en tranquillité. Des logements blancs qui vont prendre l'opportunité de vues différentes. Des traversements au centre, excusez-moi. Et puis une typologie des étages et demi, donc dans le jaune, violet et vert à droite. Je vois un volume. C'est l'idée que les logements, en fait, aussi, dans les espaces de vie, on peut offrir d'autres types de volumes et d'espaces qui peuvent se recopier plus à presque l'impression de maison plutôt qu'un appartement. Donc, quelques zooms de chaque typologie, la maison de ville, avec le séjour en bas avec la cuisine séparée, plutôt sur le Venel. Le séjour sur un genre d'espace extérieur, en plein pied, et les chambres à l'étage. Dans la partie haute, en duplex, des attiques en duplex, avec une sorte de système inversé avec des séjours en bas, et on monte tout de suite avec des séjours qui sont en continuité avec des grands espaces extérieurs. Et puis les appartements en hauteur demi, ascendante et descendante. Cette notion, ça c'est une ascendante. L'idée qu'en fait on rentre par un espace séjour cuisine, et l'étage est sur un étage de hauteur standard de 2,50 m, mais dans le séjour on peut étendre jusqu'à 3,80 m. Dans cette façon d'intercaler une petite typologie entre les deux. Le complément de cette typologie, c'est celui qui descend. Donc avec le séjour en partie basse, en contrebas, la cuisine en partie haute. Donc c'est aussi, ça fait dans deux cas une sorte de séparation naturelle entre l'espace de cuisine et l'espace de séjour, tout en étant ouvert, mais la possibilité de faire les deux. Mais une sorte de richesse dans le volume et dans la façon de vivre dans la partie commune de logement. C'est quelque chose qui est, ensuite on voit dans l'image de gauche, l'idée vraiment d'être en continuité avec l'espace extérieur généreux, mais qui est aussi exprimé par l'extérieur avec ces grandes baies, ces grandes fenêtres, qui sont donc l'expression de la façade, qui est vraiment le reflet de l'organisation du logement par la coupe. Ici, celui de l'ascendant avec la cuisine à droite, donc on voit en fait l'appartement simple qui est intercalé juste au-dessus de la cuisine et puis le séjour à la droite. À ces projets sur l'habitabilité, enfin la qualité de l'habitat, c'est juste la question de matière et de mode de construire. Donc, nous avons proposé pour ce projet un travail avec la brique porteuse. Donc, c'est pas nouveau, ça existe au niveau de la France et de la Belgique depuis très longtemps. Mais c'est une manière de réduire la quantité de béton en fait dans ce qu'on se construit. Donc, c'est une brique qui fait 22 cm par 22 cm et qui porte l'ensemble des dalles par le périmètre de bâtiment. Donc, on voit à droite, c'est une photo en chantier de ce mur en fait de briques porteuses qui attendent donc l'arrivée du plancher, qui sont portés en périmètre, et puis aussi le poutre en manteau pour justement le retirer de l'espace de feu du rez-de-chaussée. Je trouve ça assez intéressant comme matérialité parce qu'il est posé, fini. Il y a une vraie question de. Je parlais de l'entretien tout à l'heure, mais c'est l'idée qu'il n'y ait pas de rajout, il n'y ait pas d'autre matière, pas d'enduit, pas de peinture, c'est fini, c'est posé, et théoriquement ça ne bouge pas. Et ça nous fait en fait d'être dans cette simplicité. Quelques détails pour ceux qui ça peut nous intéresser. Donc, la coupe à droite, on voit cette notion de la brique porteuse qui vient porter la dalle. Nous avons choisi ici de cacher sur le nez de dalle avec un mulot qui est un brique coupée en entier. On est en train de un autre projet où c'est exprimé en béton préfa, mais c'est juste pour être clair sur notre constructif, c'est vraiment la brique qui arrive, qui étend le plancher et qui puis ensuite part sur le prochain étage. Donc c'est la demande d'une organisation de chantier un peu plus
complexes en fait dans le métier, mais qui à la fin nous permettaient de se franchir de voies béton qui se trouvent derrière le typique mur brique béton. Parce que quand on fait en France une brique pleine, il doit être accompagné d'un voie béton suivant les entretiens. Cette mode constructive elle est associée aussi donc, à la partie bois. Je pense que le bois brique, c'était l'idée aussi de porter, bon, pour le logement en partie haute, sur un centre, sur deux niveaux de structure en bois, c'est une façon d'alléger de manière assez importante les constructions statiques, mais qui viennent aussi auprès du logement, en fait, auprès du toucher. Je reviens sur cette question un peu pratique, le toucher, le contact avec le bois dans la fenêtre et dans le garde-corps. C'est quelque chose qui nous importe, en fait. On sent depuis notre logement cette qualité et qu'on puisse s'approcher. Donc, pour conclure avec ce projet de Bagneux, en fait, c'est la coupe de cet entre-deux, enfin de cette faille, qui est la gestion d'un espace, ces notions spatiales et sociales dans l'organisation qui veut essayer d'offrir sur une réponse à ces questions de l'ensemble, mais aussi sur le chez-soi. On se pose des questions si cette architecture de soins de l'hospitalité, c'est pas aussi la question de l'architecture de la rencontre, que dans ces plans vides, les espaces de transition, de seuil et les relations avec la nature. Donc on va vers la nature avec le dernier projet, qui est une foyer d'accueil médicalisé. Donc c'est un bâtiment qui accueille une trentaine d'adultes autistes, avec des chambres, une trentaine de chambres, et puis tous les éléments de soins, d'ateliers, des espaces de vie qui sont associés à cette foyer. Alors, c'est un projet qui se trouve, donc, j'ai choisi sur scène, mais dans un parc hospitalier, en fait, qui date des années 50-60, qui a été dessiné par une grande architecte femme qui s'appelle Nico Sonnet, qui est une architecte assez incroyable, qui est trop connue. On a découvert à travers ce projet, qui en fait, avec ce projet, il y a des références qui peuvent faire penser à une architecture d'alto très blanc dans la nature, avec une relation avec le dehors dedans. Et voilà, ces bâtiments qui sont insérés assez sensiblement entre les arbres. La question qui nous était posée, c'était l'extension donc, au centre d'un bâtiment existant avec des chambres et donc de redévelopper ce bâtiment avec de nouveaux espaces et de pouvoir accueillir justement des chambres. Soleil, en fait, avait dans les années 60 théorisé l'idée de l'espace comme mise à disposition des relations de sociabilité différentes. Ces idées différentes, c'est dans la singularité des personnes. J'adore ce schéma qui est en bas à gauche, qui parle de groupements variés suivant le niveau de sociabilité. Donc, l'idée, c'est d'offrir de différentes possibilités de commun, différentes échelles de groupements, selon les besoins et les envies de chacun. Donc, son travail, c'était aussi reflété dans l'organisation de ce campus. On trouvait ça un défi assez intéressant de pouvoir répondre dans ces contextes, en fait, qui est assez très riche. Donc, le projet de foyer qu'on voit ici en axométrie, on voit sur la partie droite, on fait le bâtiment existant, partie de la cour centrale avec l'hôpital de jour et les espaces de jour, et puis les espaces de nuit qui sont vraiment séparés donc, des espaces de jour. On avait proposé de construire les 30 chambres donc, avec ces blocs en bois, en CLT. C'était aussi une proposition par rapport à son site, le site très boisé, l'idée d'apporter une solution que je peux fabriquer. Il se trouve que par rapport au soin de l'existant, en fait, le bâtiment au centre, juste avant le début du chantier, ceux qui diagnostics sont revenus, on n'a pas pu conserver toute la structure, donc on a dû reconstruire une bonne partie du cours central. Mais on a souhaité rester en fait dans la même organisation, en fait, de la même culture de celle de Soleil, en revisitant ce système avec un système poteau de dalle béton et de façade fauve, donc c'est une sorte de réinterprétation. Mais on reste dans cette idée d'une vraie séparation entre les jour et nuit et d'un accompagnement de différenciation de ces espaces. Donc ici une photo de chantier avec les éléments livrés pour chacun des chambres.
de la séparation entre ces cours centrales et les chambres de partie nuit, qui sont une entreprise, un interstice, c'est une espace de transition dont j'ai parlé dans le projet de Blanc, où en fait c'est une espace qui est non programmée. C'est quelque chose qu'on essaie toujours d'insérer dans le projet, c'est une espace un peu libre d'usage. On sait qu'aujourd'hui, ça sert parfois pour la cafétéria qui se sépare dans plusieurs espaces en besoin. C'est de donner de marge, d'adaptabilité et d'ouverture et de nouvelles possibilités. Cette partie centrale qui est plutôt aussi, on travaille plus sur la question de lumière douce, de travail direct pour les différents espaces de thérapie par exemple, pour les espaces qui demandent différents conforts par rapport à ce qui peut être une chambre par exemple. L'idée de soins aussi, des notions qui peuvent être entre l'idée de sécurité et sécurisante, parce que parfois avec une population comme celui-ci, le risque de chute est assez aigu. Donc en fait l'idée par exemple de venir créer une cloison sur un escalier ouvert qui est nécessaire pour les déambulations, l'idée qu'on puisse bouger librement, sans entrave, mais que cette cloison pourrait être aussi due par sa construction en bois, et qui peut être aussi un élément plutôt bienveillant que l'intent. Ça fait partie d'une réflexion aussi du parcours. Cette idée, il y avait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Fernand Deligny et les lignes d'air, mais c'est dans les années 60, il avait observé pendant des années en fait, chez les enfants autistes, ce qu'ils appelaient les lignes d'air, qui sont des parcours tracés dans la journée, qui sont de liberté de mouvement, cette idée de l'errance, pas comme un continent figé, mais comme un milieu vivant. Et donc l'idée, c'est, on essaie de s'inspirer de cette idée de wandering or errance, comme aussi une liberté d'action, une liberté de mouvement, et quelque chose aussi, un schéma, donc de mode de circulation qui viennent créer des multiples usages, des multiples façons de vivre cet espace dans la journée, sur plusieurs niveaux, plusieurs sorties, pour éviter de tourner en rond, de trouver justement des parcours négligés, des relations qui fonctionnent avec l'espace extérieur. Ce parcours aussi, l'escalier qui descend, qui accompagne, mais qui est lié à l'espace de transition à droite, cet espace non programmé qui est sur le seuil de potentiel. Et on va vers les chambres avec l'idée d'envelopper. Pierre de Lyon, un psychiatriste qui parle de cette idée, un moyen de renforcer le sentiment de sécurité et de contenance. On parle beaucoup de contenance, l'idée de contenu, de détenu, une sorte d'idée de confort qui vient par la présence de l'espace. Et pas que les espaces larges et ouverts, mais c'est important en fait. Donc ici, le travail de bois, qui est une des manières aussi de conforter dans la solidité, dans la relation de mur qui fait pas mal confortablement, qui est rassurante et assez évidente dans cette construction. On a peu travaillé sur chacun des chambres, avec, comme c'est un bâtiment qui est assez bas, on a peu travaillé avec le bois visible sur les murs et le plafond, enfin c'est le mur et les lames en fait, en accepté, qui participent donc à cette question d'apaisement, une question de mouvement qui est plutôt centrée vers la vue sur le paysage. Il y avait des longs débats avec les médecins aussi sur, encore une fois, cette question d'agence, agentivité. La fenêtre qui était évidemment en bois, mais aussi un risque. Donc l'idée, comme pour notre proposition ensuite, qu'on a proposé au médecin et qu'on a pu développer, c'est cette grande fenêtre fixe qui cadre le paysage, mais un ouvrant qui est mis là tout le temps, qui n'est pas secret, contrairement à l'élément d'origine, mais qui est donc protégé par une sorte de cloison en bois qui permet donc de ventiler les champs. C'est à cette petite échelle que je trouve c'est intéressant de parler parce que c'est souvent des choses ça a pris vraiment des mois de débat. On était content de voir le tester, c'est de tester à travers des prototypes aussi avec les médecins avant d'y arriver. Donc aujourd'hui, dans son contexte, c'était un plaisir de retourner, c'était il y a quelques mois, pour voir le retour de la part des habitants et de leur famille qui constatent une belle apaisance sur camp qui est liée sûrement au site et à l'équipe, mais j'espère un peu par rapport à l'espace également.
Pour conclure, je parlais de deux façons de nous, au sein de l'atelier, pour essayer d'avancer sur la réflexion. Nous travaillons sur un projet de publication qui est avec les éditions 205. C'est une édition assez engagée qui est vraiment chouette si vous ne connaissez pas, qui traite des questions d'habitabilité, de finitude de ressources. Et le titre, le lieu de soins de lutte, donc le titre c'est architecture patiente. C'est quelque chose qu'on travaille depuis plus d'un an. C'est une façon pour nous de faire un retour sur l'expérience qu'on a avec trois projets hospitaliers, de ne pas juste dire ce qu'on a fait, mais qu'est-ce que ça donne. Donc c'est avec des entretiens, avec les soignants, avec ceux qui entretiennent le bâtiment, les médecins. C'est une sorte de retour critique. On essaie, en tout cas, le but qu'on donne à l'agence, c'est de laisser durer cette distance. Je complète avec un projet de recherche qui est à l'agence depuis un an, depuis 3 ans, qui est porté par la Trudé, donc nos clients, avec la plateforme de recherche pour la santé mentale et les autres handicaps psychiques, qui pose des questions concrètement sur le médical, mais comment est-ce que la conception des espaces architecturaux influence l'expérience de soins psychiatriques. Donc c'est la relation entre le projet de soins et l'architecture, entre le vécu, et le projet d'architecte aussi, et ceux qui vivent vraiment. Donc on essaie de prendre ce recul, c'est un projet en recherche, avec d'abord une recherche historique des formes, qui maintenant on est dans une phase plutôt d'entretien et de discussion avec les établissements existants et qui partent dans une perspective par la suite. Donc je suis arrivé vers la fin de cette conférence de 3 projets qui représentent une partie de 5 ans, de derniers 5 ans de travail. Avec ces projets, je vais surtout parler de nos intentions, l'envie de trouver une architecture qui ne répond pas uniquement à la question demandée, la question posée par le client du programme, mais qui pose aussi des questions qui n'ont pas été posées auparavant. Et je voulais donc vous inciter, vous, étudiants qui sont ici et qui sont notre futur, de répondre à cette question qui est vraiment disciplinaire, de l'écoute de vulnérabilité, de nous qui sommes vulnérables, et d'en prendre soin. Merci beaucoup.